L'enfer peut être si profond. Comment une nation, comment un peuple peut-il permettre cela? D'après le propriétaire, cette fosse avait été créée pour enterrer 6 corps. Selon la police, on en a retrouvé 150. Ce sont 117 corps qui ont été découverts et plus de 13 restes de corps humains, mis dans des sacs et jetés là, comme des sacs poubelles. On pourrait dire de ce pays qu'il est comme une fosse commune sur laquelle nous marchons, nous, citoyens, sans aucune sécurité. On peut à tout moment venir nous chercher et nous faire disparaître ou nous tuer sans que le gouvernement ne fasse rien pour nous. Javier Sicilia a cessé d'écrire de la poésie, très exactement le jour où, avec 6 autres jeunes gens, son fils a été assassiné. Le crime est resté impuni. We've gathered today to discuss a communication that FIDH, along with more than 100 Mexican organizations, will be submitting to the International Criminal Court tomorrow. Since 2006, we have over 200,000 murders and 32,000 disappearances. Their military methods allowed, beyond drug trafficking, to set up a form of control over the population based on terror. En concreto, tenemos evidencia muy específica de personas que han sido rescatadas con vida de una desaparición forzada. It is essential as a first step that the state of Mexico recognize the existence of crimes against humanity in Mexico. Avec la FIDH, ces militants mexicains ont travaillé durant des années pour compiler les faits et recueillir les témoignages sur les exactions commises dans leur pays. Le rapport qu'ils présentent est porté par une centaine d'organisations non gouvernementales mexicaines. Il a un but, convaincre la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête afin de contraindre le gouvernement mexicain à répondre des crimes de masse restés impunis. Voici l'histoire de ce rapport. La disparition du frère et du neveu de Jorge Verastegui constitue l'un des premiers témoignages présents dans le rapport que les ONG mexicaines destinent à la Cour pénale internationale de La Haye. Sur la route de Parras, dans l'état de Coahuila, au nord du Mexique. Mon nom est Jorge Verastegui. Je suis le frère d'Antonio Verastegui González et l'oncle d'Antonio de Jesus Verastegui Escobedo. Ils ont tous les deux disparu le 24 janvier 2009, ici même. Il était 23h30. Ils étaient dans leur voiture quand ils ont été arrêtés par une brigade de 4 camionnettes, de modèle récent, blanches. Certaines avaient un gyrophare de police. Les hommes avaient des gilets pare-balles avec l'insigne AFI, l'Agence fédérale d'investigation. Ils les ont fait descendre du véhicule, leur ont passé des menottes et les ont fait monter dans une camionnette. De là, ils ont pris la direction de Parras. Ils ont aussi emporté la voiture de mon frère et de mon neveu. C'est la dernière fois qu'ils ont été vus.
Après des recherches, nous avons obtenu des rapports disant qu'il s'agissait sans doute d'une erreur, qu'ils avaient été battus, mais qu'ils étaient vivants, qu'ils n'avaient aucun lien avec la délinquance organisée et qu'il fallait qu'on arrête de faire un scandale, qu'ils seraient probablement libérés, ce qui n'est jamais arrivé. Les gens, surtout en dehors des frontières, imaginent qu'il ne s'agit que de groupes criminels qui s'entretuent au Mexique. C'est un discours que le gouvernement mexicain a utilisé pour ne pas intervenir et fuir ses responsabilités. Mais ce que nous voulons montrer à tous, ainsi qu'à la Cour pénale internationale, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de groupes criminels. Il y a aussi un lien entre le gouvernement et le crime organisé. C'est ça qui permet les entreprises criminelles, ainsi que les disparitions, les exécutions, la torture et les déplacements forcés. Lo mismo nomás, puras esperanzas, pero nada. No sale nada. Pero bueno, ahí la llevamos. ¿Y a qué fueron? ¿Eh? ¿A qué fueron? Pues que una reunión con el gobernador. No sé yo qué solamente. Yola. ¿Qué dijeron el día que fuiste a Saltillo? ¿Qué dijeron de la reunión? Pues lo que dijeron fue que pues es lo mismo de siempre. O sea, no hay una búsqueda. No hay búsqueda. Lo mismo siempre las promesas que hace el gobierno. Búsqueda, o sea, lo que nosotros queremos es que haya búsqueda. ¿Cómo los encuentras si no los buscan? Lamentablemente, a 8 años. Après les disparitions, Jorge Verastegui veut s'engager pleinement dans la lutte pour le respect des droits de l'homme. Il abandonne ses études de médecine, il devient avocat. Jorge a rejoint le groupe de juristes. Ces militants des droits de l'homme et membres d'ONG se battent depuis 10 ans contre les crimes de masse qui sont perpétrés au Mexique. Ils dénoncent l'impunité qui y règne. Leur travail met en cause non seulement les membres du crime organisé, mais surtout les forces armées et la police. Pues por eso les decía que si aquí posicionamos el número de desapariciones, vamos a poder establecer realmente las participaciones, si son desapariciones donde el Estado fue con, o sea, influyó. Présents sur le terrain, ils accumulent les témoignages pour saisir la Cour pénale internationale. Ils ont vu les limites de leur action face à la passivité et à l'inaction de la justice mexicaine. Ça fait des années qu'en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme et qu'en tant que représentants des victimes, nous demandons au Tribunal général de la République mexicaine, au bureau du procureur général de la République et à d'autres tribunaux des États qu'ils enquêtent sur les crimes commis par les fonctionnaires. On adorerait que les institutions judiciaires fonctionnent ici comme dans n'importe quel autre pays démocratique. Que l'on puisse porter plainte, qu'il y ait un système opérationnel, que les victimes soient protégées et que les agresseurs soient jugés rapidement. Ça a l'air tout simple, mais au Mexique, c'est un véritable calvaire. On aimerait vraiment que ça marche. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut que les instances internationales interviennent pour prendre en charge notre problème. Par conséquent,
Un examen préliminaire de la Cour pénale internationale aidera sans aucun doute à ouvrir un débat sur la capacité et la volonté des institutions nationales de poursuivre en justice les responsables. La Cour pénale internationale a été créée en 1998. Elle a été créée par un traité appelé le Statut de Rome. La communauté internationale voulait disposer d'une institution judiciaire indépendante et permanente qui aurait compétence pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Le but était que la Cour pénale internationale puisse enquêter sur ces crimes et poursuivre en justice les criminels, en particulier les responsables les plus haut placés. La création de la Cour pénale internationale avait déjà été envisagée au temps de la Société des Nations, mais ce travail a été bloqué pendant des décennies à cause de la guerre froide. Ce qui a changé, c'est une prise de conscience des crimes abominables qui avaient été commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie, qui ont mené à la création d'un tribunal pour chacune de ces situations. Devant ce fait, les États se sont dit que ces crimes allaient de nouveau être commis ailleurs, de façon imprévisible, et sont en fait commis aujourd'hui dans des situations qu'on connaît bien. Et les États se sont dit, on ne peut pas à chaque fois créer un tribunal spécial. Ils se sont dit, nous allons maintenant créer une institution permanente qui puisse se saisir, qui soit prête à fonctionner au moment où des crimes sont commis. La raison d'être de la Cour, ce sont les victimes. Elles méritent qu'on rende des comptes. Elles méritent justice. Si la CPI n'était pas là, dans la plupart des cas, la justice ne serait rendue par personne d'autre. La Chambre demande maintenant à chacun des accusés s'il souhaite plaider coupable ou non coupable. Si des informations nous parviennent à propos de ces crimes que vous affirmez être commis au Mexique, nous les examinerons, bien sûr. Le Mexique est un État membre du Statut de Rome et c'est notre obligation de le faire. Nous les étudierons donc et déterminerons la suite de notre action. Derrière ces grilles, un bureau d'avocats, celui d'Ariana Garcia. Elle fait partie du groupe de juristes qui prépare le rapport destiné à la CPI. 8 gardes du corps veillent sur elle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes persécutés par l'État lui-même. Il met en cause notre défense des droits de l'homme. Nous sommes l'objet d'attaques de la police elle-même. Nous devons donc prendre des mesures de sécurité. La situation d'Ariana Garcia est singulière. Alors qu'elle accuse les autorités locales et fédérales de complicité dans les crimes commis, ce sont ces mêmes autorités fédérales qui assurent sa protection. En effet, une loi récente oblige le gouvernement mexicain à protéger les défenseurs des droits de l'homme menacés. Ce ne sont pas uniquement ceux qui ont matériellement participé aux disparitions à Coahuila qui sont les coupables. Si les gens disparaissent encore aujourd'hui, alors que ça fait longtemps qu'on sait ce qui se passe, ce sont le gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral qui sont les seuls coupables de ne pas enquêter et de ne rien faire pour que ça cesse. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral sait tout de ces disparitions, tant à Coahuila que dans le reste du pays. Ariana Garcia défend les familles de victimes et de disparus de la région de Piedras Negras, notamment ceux de la ville d'Allende,
un des cas les plus emblématiques, une des clés du rapport en cours. Allende est une ville de l'État de Coahuila, aujourd'hui connue dans le monde entier à cause de la tragédie qui s'y est déroulée en 2011. On parle de plus de 300 personnes disparues. C'est une très grande maison, un édifice énorme. C'est une des maisons où habitaient les familles qui ont été enlevées. Ces maisons ont été détruites avec de gros engins de chantier pour que personne ne puisse revenir les habiter. Des narcotrafiquants ont volé de l'argent à leur propre cartel et se sont enfuis vers les États-Unis. Leurs anciens compagnons ont cherché leurs familles afin de les retrouver et régler leurs comptes. Mais d'après les enquêtes de 2016 et les témoignages du procès de San Antonio, ce qui s'est vraiment passé, c'est que l'un des voleurs a transmis des informations à la DEA, la brigade des stupéfiants aux États-Unis. La DEA a elle-même informé le Mexique et le Mexique a ensuite passé cette information au crime organisé. C'est pour ça qu'ils sont venus chercher les traîtres qui avaient donné des informations sur leurs activités criminelles. 300 personnes enlevées et leurs maisons détruites par les narcotrafiquants sous les yeux de la police. À Allende, les autorités ont laissé faire. On sait qu'en 2011, à toutes les entrées de la ville, il y avait des unités de l'armée, de la marine et de la police fédérale qui, en apprenant ce qui était en train de se passer, auraient pu se précipiter pour combattre et empêcher la tragédie. Mais non. La plupart des gens d'Allende se demandent pourquoi. C'était non seulement de la responsabilité du maire, mais aussi celle du gouvernement au plus haut niveau, qui était au courant de ce qui se passait ici. Mais surtout, après les événements, les enquêtes n'ont rien donné. Il n'y a aucun résultat. En un mot, de tous les disparus que nous avons répertoriés, pas un seul n'est revenu à son domicile à ce jour. Les gens disparaissent parce qu'un modèle de terreur a été mis en place par le cartel de Los Zetas afin de contrôler la population. Los Zetas ont inventé un genre nouveau de criminalité. Ils ne se contentaient plus de faire passer de la drogue aux États-Unis. Ils ont aussi commencé à mettre la main sur les affaires locales, à vendre de la drogue sur place, à imposer leurs conditions aux petites entreprises, aux familles et dans les quartiers. Ils se sont mis à faire payer la sécurité
et à contrôler les polices municipales qui leur permettaient de surveiller ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis. Avec la disparition, ils ont trouvé un mode de terreur généralisé pour que la population obéisse. Il y a de nombreux exemples qui décrivent les choses terribles que les gens ont pu faire par peur et obéissance, en commençant par les policiers, qui soit obéissaient, soit étaient assassinés. Le tout a été permis par les hautes instances de l'État et de la Fédération. En 2006, le président d'alors, Felipe Calderón, déclare la guerre aux narcotrafiquants. Les violences atteignent un paroxysme. Depuis lors, en 10 ans, plus de 200 000 victimes, dont au moins 32 000 disparus, sont recensées. La violence meurtrière frappe sans discernement tous les membres de la population civile. En un centro de batalla entre diferentes grupos de narcotraficantes. De tortura y corrupción por parte de la policía municipal. La guerra contra el crimen organizado. El cuerpo de una mujer fue brutalmente torturado. ¿Cuántos policías forman parte del crimen organizado? Autoridades locales reconocen que la situación es grave, pero controlada. Michael Chamberlain vit à Saltillo, la capitale de l'État de Coahuila. Il y dirige Fundem, une association de défenseurs des droits de l'homme. Depuis 4 ans, je travaille dans le nord du pays, avec les familles des disparus. C'est la mission la plus difficile que j'ai eue de ma vie. Le nombre insensé de cas de disparition est accablant. Nous parlons beaucoup avec les familles avant de porter plainte publiquement. Les mères des disparus nous ont motivés. Elles nous ont dit « Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus rien à perdre. » Les autorités mexicaines affirment qu'elles financent des programmes d'aide aux proches des victimes. Mais la réalité du terrain est bien différente. Abandonnées par l'État, les familles n'ont d'autre choix que de se tourner vers les défenseurs des droits de l'homme. El programa para exhumar e identificar los cuerpos no identificados en el Estado tampoco tiene dinero. Entonces, no podemos avanzar en el programa de exhumaciones, ¿no? Ni empezar ni nada. No podemos empezar. Entonces, hay un problema muy serio y la próxima semana que tengamos audiencia con el gobernador, la gran pregunta es ¿dónde está el dinero para empezar todos estos programas? Ya son 7 años y seguimos en lo mismo. Como le digo, vamos, no tienen hojas, vamos, no hay esto, vamos, no hay lo otro. Son 7 años que no hay una búsqueda, ¿eh? Yo sí estoy muy molesta desde un principio. ¿Por qué? Porque en mi caso, como se los he dicho, participaron policías municipales. ¿Y dónde está? En mi expediente no aparece. Son 7 años y sigo en lo mismo, ¿eh? El gobierno trata de minimizar. Le gouvernement essaie de minimiser la situation, en dépit du grand nombre de disparus. Ils disent tout le temps que l'on ne sait pas si ces personnes ont réellement disparu, si elles se sont égarées, ou bien si elles sont parties volontairement. Beaucoup sont probablement des migrants. Dans les dossiers que nous accompagnons, ici dans l'État de Coahuila, 63 enquêtes sont ouvertes et il y a seulement 3 procès. Dans ces 3 affaires, le responsable a été trouvé. Et dans les 3 cas, ce sont des policiers. Et toutes les autres enquêtes sont ouvertes depuis 5, 6, 7 ans. On ne trouve ni le responsable, ni le disparu. Il y a donc une impunité énorme.
Le rapport qui s'élabore a déjà une longue histoire. Des contacts répétés ont eu lieu ces dernières années entre la FIDH, les ONG mexicaines et la Cour pénale internationale. Pour avancer, il faut aller sur place. Je vais à La Haye pour présenter des informations à la communauté internationale sur la situation que traverse le Mexique et qui, à nos yeux, relève de crimes contre l'humanité. Nous avons aussi prévu de nous réunir avec des fonctionnaires de la Cour pénale internationale pour tirer le signal d'alarme. Le déplacement à La Haye a un but précis. Effectuer un coup de sonde auprès de la CPI et savoir si, dans l'état actuel des choses, le rapport a des chances d'aboutir à l'ouverture d'une enquête préliminaire. Première phase d'action de la CPI. La ville de la supposée justice, où se trouvent les tribunaux internationaux, la Cour internationale de justice, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, la Cour pénale internationale. Cela représente un espoir pour beaucoup de gens. Ce n'est pas juste que les conditions de justice ne soient pas les mêmes pour nous tous, et que ceux qui privent leurs concitoyens de justice dans leur propre pays bénéficient ici d'un meilleur traitement. Ils devraient être poursuivis chez eux. Mais bon, c'est ce que propose la communauté internationale, et il ne faut pas s'en priver. Au contraire. À La Haye, les ONG ont rendez-vous avec Aymeric Rogier, le chef des analystes pour les ouvertures d'enquête au bureau du procureur. C'est un des personnages les plus influents de la Cour. C'est lui qui reçoit les demandes d'enquête préliminaire. C'est lui surtout qui en évalue la pertinence selon les critères du statut de Rome. Ça commence par ce qu'on appelle un examen préliminaire, dont le but est de décider si une enquête doit être ouverte dans la situation en question. Donc l'examen préliminaire, c'est une phase au cours de laquelle on ne recueille pas de preuves, à proprement parler, mais on peut recevoir et rassembler des informations de multiples sources. Et on cherche à déterminer si des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ont été commis, si ces crimes font l'objet d'enquêtes et de poursuites au niveau national, conformément au principe de complémentarité, et en dernier lieu, s'il y aurait des raisons substantielles de croire que l'ouverture d'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Et donc, lorsque cet examen préliminaire est terminé, donc il se solde par une recommandation qui est faite au procureur, et c'est à elle de décider si une enquête doit être ouverte. Vous créez une cour pénale. On ne connaît pas sa compétence. On ne sait pas d'avance de quoi elle va s'occuper. Donc, c'est imprévisible. Et donc, l'imprévisibilité de la compétence devait être compensée pour les États par une prévisibilité totale de son comportement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On la met dans un carcan. On rédige un statut extrêmement long, extrêmement compliqué, beaucoup plus que les statuts des tribunaux créés par le Conseil de sécurité. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le statut, qui est trop compliqué, qui résiste, la Cour ne peut pas le changer. Elle doit vivre avec. La complexité du statut de la Cour pénale internationale est un obstacle de plus pour les ONG. Jimena Reyes, la responsable Amérique de la FIDH, est là pour aider les associations à présenter leurs arguments. Tu connais déjà Aymeric Rogier. Les délégués des ONG rencontrent enfin le chef des analystes. Ils veulent tester les éléments de preuve déjà recueillis au Mexique. Ils vont évaluer leurs chances de voir leurs arguments pris en compte par le bureau du procureur. Le chef analyste écoute et promet une réponse. Les ONG produisent beaucoup de rapports et nous fournissent beaucoup d'informations, que ce soit les ONG nationales ou les ONG internationales.
Simplement, les ONG n'ont pas toujours une pleine conscience ou une pleine connaissance des critères qui doivent être remplis pour ouvrir une enquête, qui ne sont pas des critères qui ont été énoncés par le procureur, mais qui sont des critères qui sont inscrits au statut de Rome. Donc l'examen préliminaire consiste précisément à évaluer si ces critères sont remplis. Les ONG, parfois, auraient tendance à faire un peu fi des critères et à demander à ce qu'une enquête soit ouverte sans plus tarder parce que des crimes sont commis. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça et il y a un travail d'analyse qui doit être fait au préalable. Personne ne s'attend à ce que des institutions internationales viennent faire ce que le pays n'est pas capable de faire lui-même. Nous voulons seulement que ces organismes nous aident à sortir du problème. Si la procureure de la Cour pénale internationale commence à enquêter, à ouvrir des procès et à traduire des responsables devant la Cour, ça nous aidera beaucoup à reconstruire nos propres institutions et la structure politique de notre pays. Avant de porter n'importe quel crime ou quelqu'un devant la CPI, vous devez être absolument sûr de disposer de preuves concrètes à fournir à la Cour. La plupart du temps, on se rend compte que nous devons enquêter sur des conflits en cours. C'est un aspect critique quant à la sécurité des témoins et celle de l'équipe, qui doit être à même de réunir les preuves et de les apporter devant les juges. Réunir des preuves concrètes pour convaincre la Cour pénale internationale, c'est le combat quotidien d'Ariana Garcia. Le dossier de la prison de Piedras Negras va figurer dans le rapport pour la CPI. Durant une partie du mandat de l'ancien gouverneur de Coahuila, Humberto Moreira, d'ailleurs inquiété pour corruption, cette prison a vécu une histoire bien singulière. Mais pour en parler, il faut prendre ses précautions. Il faut s'éloigner des bâtiments, à distance de sécurité. Ici, en face, on peut voir une clôture blanche sans coin. Toute cette zone est celle du centre pénitentiaire de Piedras Negras, Coahuila. Ce centre héberge plus de 700 détenus. Avant 2011, cette prison était totalement contrôlée par un groupe de criminels appelé Los Zetas. Les témoignages racontent que dans la prison, on fabriquait des outils qu'ils utilisaient pour le trafic de drogue, mais aussi que la prison servait à se protéger des forces fédérales. Il paraît aussi que Los Zetas payaient le gouvernement de Coahuila pour avoir la mainmise sur les centres pénitentiaires et que tout ça servait à contourner les forces fédérales. Ils avaient leurs entrées, un contrôle total. Ils pouvaient entrer et sortir de la prison comme bon leur semblait. Et tout ça se sait grâce à des témoignages de personnes qui étaient à l'intérieur, ainsi que de personnes ayant participé à la délinquance organisée. On dit que 150 personnes furent introduites dans la prison, brûlés dans des barils. Ils ont été réduits en cendres et après, on les a sortis de la prison et leurs cendres ont été jetées dans le fleuve San Rodrigo, près d'ici. Ah, voilà Fuerza Coahuila. ¿Sucede algo? No, nomás nos identificamos para que comprueben ellos que somos que venimos. Ok. Concluyo. Le digo que le están pidiendo las armas y que les enseñen las armas. No tienen por qué. Permiso. ¿Cuál es la situación oficial? ¿Cuál es la situación por la que tengan que abordarnos? Para empezar, para que se hayan detenido. Pero pues no es legal. Tendrías que identificarse.
Ese es su proceder. Ni siquiera. Y a mí que me asegura que usted no es delincuencia porque no trae ni número a la patrulla, nomás trae la placa. Ni siquiera están identificados. No trae la placa para tomarle foto. Tómale foto de los perros también. No importa, estamos grabando todo, hijo. No hay ningún problema. Estamos siendo abordados por una patrulla de Fuerza Coahuila. De la Policía Estatal, soy como beneficiaria del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. Estoy en una actividad de la asociación y nos aborda una patrulla de la Fuerza Coahuila. Sin ningún motivo. ¿Me podría dar el número de la unidad que le estaba teniendo y si puedo obtener el nombre del oficial? 17005. Es la única identificación. Sí. Bien, deme un segundo, continúo dando el reporte, por favor. Gracias. Vamos ahora, Ya al fin se retiró la unidad de Fuerza Coahuila. Finalement, Fuerza Coahuila est partie. On est en droit de se demander si un citoyen lambda, dans la même situation que moi en cet instant, aurait eu les mêmes chances de s'en sortir. De salir avante con la situación. L'évolution du Mexique, loin de se démocratiser, a été un processus de criminalisation des acteurs politiques. Des structures macro-criminelles ont été créées au sein du gouvernement. La frontière entre les affaires légales et illégales n'existe plus. Vendre des voitures ou des personnes revient au même. La ligne de l'état de droit a été perdue. La voilà notre évolution. Avec le cas de Coahuila, ce que nous avons vu comme une ombre à notre futur, ce qui pourrait bien nous arriver un jour, c'est un État que j'appelle néo-féodal. Un féodalisme où celui qui survit est le plus puissant, celui qui peut acheter sa sécurité. La Cour pénale internationale avait promis une réponse. Elle est tombée. Pour le bureau du procureur, les éléments avancés par les ONG lors de la réunion de La Haye sont insuffisants. Dans l'état actuel des choses, il ne peut y avoir d'enquête préliminaire. Pour eux, ils ont bien examiné, mais les informations qu'on leur donne, en gros, sont hors du domaine de leurs compétences. Et puis, ils nous renvoient gentiment devant le système interaméricain en reconnaissant la gravité de la situation mexicaine, mais en insinuant que ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, qu'on est dans des très graves violations de droits de l'homme, et puis aussi que l'impunité, c'est assez étonnant comme phrase, mais enfin la très grande impunité du Mexique rend difficile l'analyse des faits. Alors que c'est, à l'inverse, la très grande impunité est un des éléments qui doit déclencher la compétence de la Cour. Sur un plan juridique, on peut parler de guerre moderne, on peut parler de guerre contre la drogue. Nous, quand on entend le mot guerre, on pense conflit armé. Un conflit armé, c'est recours à la force entre un État et au moins un groupe organisé, ou éventuellement entre deux États, en quel cas c'est un conflit armé international. La notion de guerre contre la drogue, pour nous, au bureau du procureur, ça ne signifie rien. Ça peut évoquer un contexte, une situation, mais ça ne correspond pas à une qualification juridique. Je pense que la Cour traite le Mexique différemment des autres pays. Des pays africains, par exemple.
S'il y avait un rapport sur un pays africain de la dimension de celui sur les abus commis au Mexique, je suis sûr que la Cour aurait déjà annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire. Des efforts diplomatiques sont faits pour rappeler à la Cour pénale les contributions économiques du Mexique. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun dossier ouvert sur le Mexique à la CPI, alors qu'à la Commission interaméricaine, c'est le pays qui a le plus de dossiers. Et le Mexique donne moins d'argent à la Commission interaméricaine qu'à la Cour pénale. Il donne plus d'argent à la CPI. Autant un État peut être tout à fait favorable à une Cour pénale internationale qui s'adressera à d'autres, autant tout d'un coup, le même État devient rétif quand ça s'adresse à lui. Ce ne sont pas des questions qui dépendent du statut, ce sont des questions politiques. À Mexico, les juristes s'organisent pour répondre au refus de la CPI. Il y a des acteurs, fonctionnaires publics ou personnes privées, qui commettent des crimes contre l'humanité. C'est très important de le reconnaître, parce que ça permet de voir les faits dans un contexte général, et non comme des crimes individuels. Il s'agit au contraire d'y voir un ensemble et de constater qu'il existe une politique, et donc aussi de remonter la ligne de ce qui pourrait être une chaîne de commandement de cette politique. Ça permet une lutte beaucoup plus efficace contre l'impunité de ces crimes. Bien sûr, on ne va pas en rester là. Il faut voir ce qu'on peut faire. Sans doute continuer à préparer des rapports et présenter plus de preuves, jusqu'à réussir à convaincre la procureure. Pour convaincre la procureure de la CPI, les recherches se poursuivent. De nouveaux témoignages sont recueillis. En voici un, exceptionnel. C'est celui d'un policier. Il témoigne anonymement, car en parlant, il risque sa vie. Mais son témoignage pourrait bien un jour être entendu à la CPI. Yo era policía, pues andaba en las unidades. Las unidades están ubicando personas del crimen organizado, armas, personas con drogas, cualquier tipo de drogas y así. Cuando logramos aprender a uno, pues intentábamos sacar información por decir quién era su jefe o de dónde venía. Y pues generalmente nunca hablan así normal, por así como por la buena. Entonces utilizábamos técnicas de tortura, pues golpearlos, la bolsa en la cabeza, para que se sintieran que se ahogaban, golpearlos en la boca, en el estómago, a veces hasta en las partes íntimas. Y diciéndoles, pues, psicológicamente también que teníamos a su familia, que teníamos a sus hijos, que teníamos a su esposa, su mamá. Tienen que hablar, porque habla. Al principio le sacábamos las uñas con desarmadores, le sacábamos las uñas. Hay algunos que sí hablaban inmediatamente y hay otros que no aguantaban y se morían. Cuando sabíamos que habían testigos que se pudieran enterrar, que les llevábamos, los enterrábamos. Los que enterrábamos los alejamos de la ciudad y les enterramos, y encima de ellos ya metíamos hierba y metíamos agua y aplastamos la tierra para que no se viera que estaba. Digo que cualquier persona podía ver que estaba removida la tierra, y la ropa la quemábamos, la ropa, las identificaciones, todo. Y les decíamos, pero un día nos van a ver y nos van a decir. Y decía el comandante, no, aquí los derechos humanos no nos hacen nada. Ce policier qui ose témoigner, c'est peut-être le signe du réveil de la nation mexicaine. Le travail des ONG de défense des droits de l'homme dure depuis des années. Il porte ses premiers fruits. Le débat s'élargit
Une première étape pour les ONG, dans leur volonté de retisser les liens de la nation mexicaine. Dans la société civile, de plus en plus de voix s'élèvent avec force pour réclamer l'intervention de la justice internationale. Et des figures de l'importante église mexicaine rejoignent le combat. Hermanas y hermanos, San Pablo dice, para eso, para que vivamos correctamente, recibimos al Espíritu Santo. Pero yo quisiera que nos fijáramos hoy en un asunto que en este momento es importante, porque nuestras hermanas y hermanos familiares de los desaparecidos ya están trabajando para que finalmente se resuelvan sus casos en una instancia internacional, que es la Corte de la Haya. Si aquí mantienen en la impunidad y en la no búsqueda a sus desaparecidos, y más los criminales que ayudaron a esas desapariciones, tampoco se sabe ni siquiera quiénes son los incrustados en dónde están. Bueno, hermanas, en algunos casos, en otros casos sí saben quién se los llevó. Y en muchos casos fue o la policía o el ejército mismo. Nosotros empezamos a analizar los signos de los tiempos en los que se articula esa sociedad. Y un signo es muchas personas desaparecidas en este país. Y hoy, precisamente porque ellos están luchando para que una instancia internacional pesada intervenga en este país para que finalmente se atienda el tema de las desapariciones forzadas. El Evangelio no es nomás para estarlo oyendo. Y yo no me voy a quedar tranquilo si nomás les repito lo que dijo el Evangelio y para a ver qué palabritas se les queda. No, el Evangelio nos cuestiona ante la vida que está transcurriendo delante de nosotros. Sépanlo. Sépanlo, empezando por nuestra propia casa. Dans les bureaux de la FIDH, les derniers détails se règlent avant la présentation du rapport à la CPI. Je trouve que le rapport est très clair. Il explique pas à pas chaque détail juridique qui justifie la compétence de la Cour dans le cas présenté. J'espère que la Cour pénale comprendra le problème de Coahuila et reconnaîtra que cette situation correspond aux conditions prévues dans le statut de Rome. Nous sommes persuadés que cela peut être le début d'un procès contre tout le système de gouvernement mexicain qui commet partout dans la République ce genre de crimes. Après des années de travail et d'efforts, il est enfin complet. Des dizaines de témoignages, des centaines de preuves récoltées dans un environnement des plus meurtriers. Le moment est arrivé. Ils vont remettre le rapport en main propre à la procureure de la CPI. Malgré son importance et la puissance terrible de son contenu, ce rapport n'est qu'une étape. Une enquête internationale serait un véritable levier pour que l'État mexicain remette en fonction ses institutions. À charge maintenant pour la procureure et ses services d'analyser les faits et de répondre à la société mexicaine. Après tout ce que nous avons fait, fouiller le sol du pays, rendre visible ce qui était caché, parler avec le président, débattre publiquement, parler avec tous les pouvoirs en place, pactiser avec eux. Nous n'avons pas trouvé une seule once de paix, de justice, rien. Le pays est plein de ce genre de terrain vague, avec des centaines et des centaines de cadavres. Il faut les exhumer, comme nous l'avons fait ici, les honorer
découvrir leurs identités afin de les rendre à leur famille. Un pays qui ne peut faire cela pour se réconcilier avec lui-même, c'est un pays qui n'existe déjà plus. Je pense que si la communauté internationale ne prend aucune mesure ici et ailleurs, afin que ce pays retrouve la paix et la justice, alors elle sera complice du crime. Ce que nous vivons au Mexique n'est pas propre au Mexique. C'est une affaire humanitaire qui engage les êtres humains du monde entier.